épisode 2 de Essaye encore. Ça va me faire plaisir de vous laisser écouter dans quelques secondes le nouveau numéro avec mon invité. Mais d'abord, déjà, je voulais vous dire juste merci pour le premier. Le premier invité, c'était Dan Gagnon, premier podcast, premier numéro. Vous avez été nombreux à l'écouter. Si c'est pas fait, vous pouvez toujours évidemment aller écouter ça sur les différentes plateformes. En commentaire aussi, vous pouvez mettre des choses évidemment et réagir à tout ça. Et puis ça a été écouté pas mal de fois et dans plein d'endroits différents. Je suis assez surpris, assez ravi. La France, la Belgique, le Canada, la Suisse, le Luxembourg, la Thaïlande. Qui m'a écouté en Thaïlande? C'est quand même assez incroyable. En attendant, donc voilà, un podcast désormais à l'international. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à continuer à le partager, à le faire vivre un peu partout. Je suis donc très ravi de vous faire découvrir le deuxième invité, Sugar Sammy, pour plusieurs raisons. Sugar Sammy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis longtemps. Je suis fou du Québec, moi, à titre perso, depuis des années, donc je le connaissais avant qu'il arrive en Europe. Je le suivais, en tous les cas, je le connaissais pas personnellement, mais je le suivais depuis quelques temps déjà. Une fois arrivé sur le sol européen, j'ai eu l'occasion évidemment de le suivre d'autant plus, d'aller le voir en spectacle, d'échanger, et à force de sympathiser, et c'est tout naturellement qu'il s'est retrouvé donc dans le podcast. On est allé à Paris en mai dernier enregistrer ce podcast, et je dis on parce que vous allez entendre la jolie voix de ma chérie d'amour dedans, car finalement on fait beaucoup de choses en couple et elle est jamais loin de moi comme je suis jamais loin d'elle, donc voilà, soyez pas surpris, c'est normal. On a enregistré dans un petit bar parisien, il y a un petit bruit d'ambiance, une ambiance sympathique, un truc au cosy, j'ai envie de dire, un peu chaleureux. Et puis Sugar Sammy, humainement parlant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est d'une humilité absolue. Sur l'échelle de l'humilité, on est au-dessus de l'échelle, on est dans l'arbre de l'humilité, et puis professionnellement parlant, on présente plus son talent. Donc voilà, Sugar Sammy, épisode 2, essaye encore, et c'est maintenant. Bonne écoute. Allez, c'est le clap de départ comme les pros. Épisode 2 donc de ce podcast qui s'appelle Essaye encore, et mon invité, mon essai numéro 2, c'est Sugar Sammy avec nous pour parler donc d'échecs finalement, puisque ça tombe très très bien, puisque tu viens du nord de Nord-Amérique. Ouais. À un état d'esprit qui est totalement différent du nôtre, et c'est le point de départ de ce podcast. Ici, il faut réussir. Si on se trompe, c'est justement un échec, c'est moche, c'est pas bien, c'est fou, on te pointe du doigt, alors que la mentalité est totalement différente, je pense, outre-Atlantique. Et justement, le podcast intervient dans cette idée-là. C'est l'idée de parler des échecs qui construisent finalement les succès, puisque je pars du principe pour réussir, c'est juste une étape de plus. Ouais. Après avoir échoué en fait. Mais c'est la base. Je pense qu'il faut échouer plusieurs fois pour arriver à un succès. Et je pense qu'avec les Français, ils ont ni la patience, ni l'humilité de vivre un échec, parce que c'est grave ici l'échec. Oui, c'est grave. Dès que tu as un échec ici, dès que tu fais une faute ou dès que tu as tort, et ça c'est depuis que vous êtes tout petit, la maîtresse t'humilie devant tout le monde. Vrai, Et c'est pour ça que tout le monde a peur de répondre s'ils n'ont pas la bonne réponse. C'est quand je te pose des questions dans la salle ou si t'es pas super bien informé sur quelque chose, il faut au moins que tu fasses semblant ou que tu paraisses comme quelqu'un qui a un vocabulaire, qui veut dire quelque chose. Connaît des choses. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup mais disent rien. Je pense. Tu fais référence à la politique. à tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a jamais des réponses précises. Parce que quand tu donnes une réponse précise, c'est que tu as décidé que c'est ça la réponse. Oui. C'est pour ça qu'il y a des réponses qui durent 3 minutes et qui disent vraiment rien. Et des fois, des réponses qui sont tellement équilibrées, c'est vraiment pas une réponse, ça te donne 4 options dans la réponse. C'est ça. Tu sais, je vais prendre la 1, s'il vous plaît. Exactement. À emporter. Non, au lieu de dire, non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est scientifiquement prouvé, voilà. Parce que si t'as tort, c'est grave. Oui, c'est ça. On te remet dans le visage. C'est grave que tu as fait une tu t'es trompé. Voilà, c'est ça. Monsieur, j'ai les preuves. Et là, c'est l'humiliation. Et on dirait que c'est presque comme, tu sais, la mythologie japonaise, que si t'as tort ou t'échoues. Oui, il faut grave, que tu te cacher, comme te suicider. Ouais, tu dois te suicider. Genre le gars qui échoue les mathématiques, c'est fini, il est banni. Je suppose que tu as déjà raté des choses. Tout le monde. On serait même pas en train d'enregistrer. Ça s'appelle être humain, Voilà, c'est ça. Et pour nous, c'est ça. Et surtout en humour, il faut que t'échoues pour arriver à un succès. Mais justement, voilà pourquoi des humoristes dans ce podcast, parce que je trouve que c'est l'exemple parfait de je rate tout le temps pour réussir quelque chose. C'est ça le travail finalement. Ou comme certains humoristes français, tu piques. Ouais, mais ça c'est tu piques à des gens qui ont essayé 1000 fois pour arriver à un succès. Ça va très vite. Pour réussir plus vite, ça marche pas. Oui, c'est ça. Mais effectivement, donc voilà pourquoi c'est les humoristes. Donc, comme ton travail c'est de te planter tout le temps pour réussir à un moment, je me suis dit, t'as forcément des tas d'échecs à nous raconter ou des moments où t'as douté. Je sais que par exemple, le succès est arrivé tard. Ouais.
Et t'étais content finalement qu'il arrive tard parce que plus tôt tu te dis bah ouais si j'aurais certainement fait des erreurs justement. Ouais, si et non seulement ça, si j'aurais eu un succès énorme jeune, j'aurais fait des erreurs non seulement de parcours mais des erreurs de choix dans la vie aussi. Tu sais, j'aurais probablement tout dépensé ce que j'avais gagné. J'aurais pas eu la même attitude, cette approche d'humilité, d'étudiant. Il faut toujours être à l'étude, il faut toujours savoir qu'on n'est pas les maîtres, on doit toujours apprendre, on n'a jamais tout compris, on n'a jamais tout réussi, et puis il faut toujours qu'on soit à l'apprentissage. Là, je suis en train d'écrire, écoutez, en France, ça marche. Ça m'a pris du temps pour construire ce spectacle français. Là, je suis en train de construire un spectacle, en même temps, 3 spectacles en parallèle. Mon spectacle américain et canadien, mon spectacle donc anglo-saxon pour l'Amérique du Nord, mon spectacle pour l'Angleterre et mon prochain spectacle québécois. Donc, en parallèle. Et je le remets toujours en question. Je remets tout en question. J'écris, je réécris, je change, je teste des choses sur des amis dans des plateaux pour justement me réaliser que ce que je pensais qui était drôle pour ce peuple, surtout l'Angleterre, parce que c'est devenu nouveau encore une fois parce que j'avais fait l'Angleterre en 2007, 2008, 2009, 2010. Et ça fait 9 ans que j'avais pas fait l'Angleterre. Là, j'ai recommencé à faire l'Angleterre en parallèle. En même temps que je joue ici en France, donc les jours de semaine, je m'en vais en Angleterre pour jouer. Et je réalise très vite que le point de départ est très similaire au point de départ en France. Donc, j'ai mes idées de ce qui peut fonctionner et comment approcher l'humour dans ce marché et pour ce peuple et pour ce public. Et justement, je suis en train d'ajuster en sachant que, ce que j'ai pensé n'était pas vraiment totalement vrai, ou il y a un ajustement. Il y a peut-être le point de départ, mais il a fallu réajuster rapport aux Anglais. Et c'est de la souffrance. Parce qu'on sait où on peut arriver. Là, je vois mon spectacle français aujourd'hui, et pour moi, aujourd'hui, ce spectacle, il est facile à jouer. T'arrives en pantoufles. Ouais, exact, presque. Et pour moi, c'était difficile au début. C'était vraiment, je me mettais en danger et j'étais nerveux juste avant de monter sur la scène. Tandis qu'aujourd'hui, mais ça m'a pris 2 ans et demi de vraiment travailler pendant des heures et des heures. Tout le temps nerveux, même avec les années que tu as derrière toi de carrière? Quand je recommence un spectacle à zéro, oui. Quand il est prêt, là, aujourd'hui, j'arrive à l'Alhambra pour mon spectacle, j'arrive 2 minutes avant. Ça va, je sais comment il va se dérouler. En improvisant, j'ai tellement de facilité parce que je sais que derrière, tellement de gags, de prêtres, si ça marche pas, je peux toujours rentrer dans mon spectacle. Et puis, mais en Angleterre, là, j'y retourne demain. D'accord. Pour jouer lundi, mardi. Et je fais des plateaux, mais des plateaux scène ouverte. Et je suis plus nerveux de faire ça que de jouer mon spectacle devant 1000 personnes ici. Ici, ouais. Et en termes de notoriété, t'es connu là-bas aussi ou moins qu'ici. Moins qu'ici. Et donc il y a peut-être moins de pression, par contre, du coup. Oui, il y a moins de pression, mais toujours une pression parce que peu importe si tu te connaissent pas, t'as une humiliation publique pendant que t'es sur la scène. Et c'est une place très solitaire quand ça marche pas. T'es seul en haut, t'es seul là, tu sais. Et puis t'as 400 personnes qui te regardent. Des fois, j'ai fait un plateau en Angleterre il y a 2 semaines, c'était 400 personnes et ça a bien marché. Mais j'ai su comment m'ajuster. J'ai vu que il y a des blagues qui fonctionnent ici, qui fonctionnaient pas là-bas, qui fonctionnent aux États-Unis, qui fonctionnaient pas là-bas. Mais quand je faisais des blagues sur eux, ça explosait. Et puis c'est vraiment ça. C'est un point commun avec les Français aussi pour le coup. C'est ça, il faut. Dès que tu viens les piquer. C'est ça. Alors pour moi, ça a toujours été mon angle de faire genre un roast culturel et d'arriver et puis d'écrire pour un peuple et puis d'ajuster et de faire ça. Et justement, est-ce que tu as le même procédé d'écriture et d'adaptation quand tu vas en Angleterre que quand tu vas en France? Ouais, c'est la même approche en termes de il faut faire l'adaptation. Et puis je sais que dans mon inventaire il y a certaines choses qui sont universelles qui vont fonctionner, par exemple les relations hommes-femmes, ça marche. Tu parles de sport, ça peut fonctionner, mais les choses qui interpellent les gens le plus, c'est les choses qu'ils connaissent. Ils n'ont pas besoin de faire le pont pour dire ok, il parle de quelque chose, il faut que je dise à mon cerveau
de me rappeler, oui, j'ai lu quelque chose à propos de ça, oui, la raison. S'ils réfléchissent, faut que ce soit. Mais oui, ce qu'on a vu à la télé ce matin. Mais oui, bon, tu sais, et ils ont pas besoin, parce que le timing, c'est tout en humour. Et quand tu es capable de créer ce pont, ça va beaucoup plus vite. Alors pour moi, c'est faire la même chose en Angleterre. Aux États-Unis, quand j'ai joué, il y a 2 mois, c'était ça. C'était vraiment le Canadien qui venait. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'adapter aux États-Unis parce que c'est mes voisins. Ouais. Je les vois tous les jours à la télé. Une entre les deux, ils sont juste là. Ouais, puis on les voit tout le temps. Ils sont à la télé. C'est comme les Belges qui écrivent sur vous. C'est facile. Alors pour moi, c'est facile mais difficile. Je sais juste que j'ai plus de référents et je suis plus proche des Américains. Donc ça a été plus vite, rapide, peut-être, plus rapide. Et puis quand j'ai tourné aux États-Unis, là c'était vraiment un spectacle sur eux, ça fonctionnait à mort. Là l'Angleterre, ça va être plus compliqué. Ouais. C'est ça que j'avais remarqué aussi quand tu es en France, quand tu parles de toi, tu dis l'Indien, mais quand tu es aux États-Unis, tu dis the Canadian. Le Canadien, ouais, c'est ça, exact. Il faut vraiment leur donner la référence. Mais aussi en même temps, je dis le Canadien. Je dis, nous au Canada, on a on est capitaliste. Vous ici, vous êtes, donc il y a ça aussi. Mais il y a aussi le côté indien. Je joue les deux. Parce que j'ai plusieurs identités. Bah oui, au Québec, tu seras québécois. Au lieu d'être canadien en tant que tel, tu vas plus jouer sur le mélange des deux. Là-bas, tu seras canadien. Ici, t'es l'indien. Et c'est ça, même au Québec, je joue sur mes 5 identités. J'ai 5 identités très fortes. Je suis montréalais, québécois, indien, canadien, nord-américain, anglophone, francophone. Je suis un peu de tout. Alors c'est toutes ces identités-là. Ça va, ils se disputent un peu entre eux, tous les Sugar Sammy, ou dans ta tête des fois? Ouais, ça va mal et bien en même temps. Et du coup, sur le côté tu parlais tout à l'heure d'humiliation, quand on est tout seul et que ça bide, t'as des souvenirs, des exemples comme ça, quand t'as par exemple démarré, ça fait combien de temps d'ailleurs tu fais ça? Ça fait 23 ans que je fais du monde. Au début, voilà, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Et encore aujourd'hui, quand je fais des plateaux et puis je teste devant 30 personnes avec juste des idées comme ça. Écoute, l'année dernière, j'ai fait un plateau ici qui s'appelle Ma première fois. Ouais. Yacine Bellous. Ouais. L'idée de nouveau texte, Et l'idée de ce plateau, c'est il faut que tu arrives, il faut vraiment que ça soit, et c'est code d'honneur, hein. Il faut que tu arrives, il faut vraiment que ça soit la première fois que tu dis ces mots et ces textes. T'as pas le droit de l'avoir testé ailleurs avant. Ouais. Alors, il n'y a pas de pré-test pour le test, c'est vraiment la première fois. Sauf que, chez Yacine, il y a près de 350 personnes. Okay? Alors, non, pas 350, j'exagère, il y a comme 150 personnes. C'est plein, mais c'est plein. Il y a des gens, tandis que quand je casse des choses pour la première fois, d'habitude, c'est 30 personnes, 40 personnes. J'aime pas avoir plus que ça. Ouais. Alors, il y avait 150 gens, C'était pas 350, j'exagère, mais 100, 150. Et puis j'arrive, j'étais le premier, et c'était vraiment des nouvelles idées. Et c'était un peu, pour moi, c'était défendre, et honnêtement, authentiquement, ce qui n'est pas très populaire aujourd'hui, j'aime aller contre-courant, c'est défendre la position de l'homme. De dire que c'est beaucoup, tout ce féminisme, il y a beaucoup plus, à l'extrême, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être un homme qu'une femme, de le dire. Et d'avoir cet angle pour ce numéro. Oui, je comprends. Sauf que, moi, je n'étais pas au courant. Que des femmes? Que c'était que des femmes. Ah, merde. Féministes. Mais tu vois, alors c'était vraiment l'autre côté. Et là, j'ai écrit un numéro sur le fait que j'ai échoué ce numéro devant des féministes. Ouais. Et là, ça va donner, quelque chose de plus bouclé, l'exemple parfait de ce qu'on disait. Et là, ça va devenir, je pense, un numéro très drôle parce que ça parle de comment. Bah oui. Du fait, c'est toi maintenant, finalement. Et c'était sur un bateau. Ouais. Alors, une chance que le bateau est pas parti, parce que je serais sur un bateau avec des féministes et je pouvais pas débarquer. Tu sais? Et c'est là que tu espères que les pirates existent et vont venir envahir le bateau pour te sauver. Il y a plein de femmes, au secours, enlevez-moi. Et alors, il y a eu plein de niveaux, tu sais, j'espère que les pirates vont venir, mais là, ils vont être déçus, parce que premièrement, c'est des féministes, donc il n'y a pas d'argent à voler. Et numéro 2, c'est sûr qu'ils viennent pas pour la baise, parce qu'ils vont se faire sermenter après. Alors, il y a eu comme un gros numéro que j'ai écrit là-dessus, et puis c'est devenu genre l'échec qui va donner un peu l'angle finalement, de comment aborder cet échec devant des féministes et d'aborder cet angle de l'homme en difficulté sur un bateau de féministes.
Et quand ça arrive, comment, par exemple là, chez Yacine, devant les 150 personnes, quand ça se passe mal, t'es comment à ce moment-là? Non, écoute, aujourd'hui, je suis rendu au point où je sais que, tu sais, il y a le succès derrière. Oui, les spectacles qui ont fonctionné. Comme moment. Et que je sais que rendu à ce week-end, il y a le spectacle qui s'en vient, tout va bien aller. Je sais que c'est un échec et une chance, heureusement. J'avais un plateau planifié juste après. Donc ça t'es pas resté là-dessus? Non. Sur cette, et puis j'avais un plateau où j'envoyais mes étoiles. Et c'était les médailles d'or, les meilleures blagues que j'ai pour me remettre de ce plateau. D'accord. Ouais. Tu sais, qui était... Est-ce que t'en rajoutais du coup, toi? T'étais pas surjoué, mais tu vois, t'étais genre boosté pour vraiment éliminer le mauvais moment qui s'était passé? Parce que tu sais, on garde en mémoire, on est aussi bon que notre dernier show, les humoristes. Même pour nous. Alors, à chaque fois que j'ai eu un bid, la seule façon que je me suis remis, c'est de jouer, de vraiment avoir une super salle et un bon spectacle ou un bon numéro. C'est la seule façon de vraiment s'en remettre parce que tu te rappelles toujours de ton dernier échec. Alors, je me suis remis très vite. Au bout d'1h30, 2h, c'était fini. Et avant, plus jeune dans la carrière, quand ça se passait et qu'il n'y avait pas forcément le succès, c'était déjà arrivé de remettre en cause totalement cette envie? Tout le temps. Ouais. Et même c'est sain. Même l'envie de faire de la scène en entier? Oui, et c'est sain. Et même de temps en temps, aujourd'hui, ça arrive où je me dis, écoute, c'est arrivé même au début en France. Je disais peut-être la France, c'est pas pour moi. J'ai pris des bides dans des plateaux et j'ai dit, ok, c'est pas pour moi. Il faut que je retourne au Québec, au Canada. Merci beaucoup. Mais ça, je pense, se remettre en question. À ce niveau, pour le coup. Ouais. C'est toujours bon. C'est toujours bon parce que ça te force à aller chercher ailleurs, à aller creuser pour aller chercher la façon de s'en sortir. Tu sais, moi, je pense que c'est important de toujours se remettre en cause, d'avoir la confiance, mais aussi de prendre le temps de se dire, j'ai encore du chemin à faire. Pour moi, tu sais, à chaque fois que je progresse, je sais que je progresse. Je sais que dans les 4 dernières années, même la dernière année, comme auteur, j'ai progressé énormément. Mais je sais que j'ai encore du chemin à faire et je vais pas être heureux si je progresse pas chaque année. Ah bah, y a rien de pire que de voir un truc d'il y a genre 5 ans et de dire j'ai fait la même chose. Non. Ouais. Et je pense que il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a que 2 ou 3 blagues que je fais encore, que je garde. Et même là, il y en a peut-être 1 ou 2 que j'aime encore. Et tranquillement, les autres vont disparaître. Et tu considères quoi? C'était par exemple quand tu regardes un truc d'il y a 10 ans, tu te dis bon, il était abouti pour le mois d'il y a 10 ans, ou juste il n'était pas abouti et c'est aujourd'hui, je suis beaucoup plus loin. Ouais, mais le truc, disons, il y a une blague d'il y a 10 ans, il y a des blagues d'il y a 10 ans où je me dis, ok, je suis rendu beaucoup mieux que ça, je peux faire mieux. Et il y a d'autres où je me dis, c'était mon moment de génie. Il y a 10 ans, c'était mon seul moment. C'était mon seul moment où je le garde et je dis, lui, je le garde. C'était mon seul moment de génie d'il y a 10 ans. Le reste, c'est de la merde. Alors, t'es au moins heureux que le toi d'il y a 10 ans avait le potentiel de plaire aux gars de 10 ans plus tard. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose qui te rend heureux là-dedans. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de dire, et je sens que comme auteur, ça va bien ou je progresse de plus en plus vite quand l'écart entre quand je crée quelque chose et quand j'en ai marre de le faire parce qu'il me semble pas assez bon aujourd'hui, devient de plus en plus petit. C'est-à-dire que là, il y a des blagues que j'écris il y a 2 ans, j'ai plus envie de faire déjà. Mais des nouvelles que j'écris que je me dis, waouh, elles sont tellement meilleures et j'ai hâte de pouvoir les sortir dans mon prochain spectacle. Donc ça, je trouve que quand l'écart devient de plus en plus petit, on sent notre progrès. Tu sais. Alors c'est ça, c'est comme un peu faire du sport et voir que les poids de 5 livres aujourd'hui, c'est rien, tandis qu'il y a 1 an, c'était beaucoup. Par exemple, le Verino, on est allé le voir il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il a son spectacle n'a pas changé, enfin c'est toujours la même affiche, c'est le même Verino, il tourne, il s'est pas arrêté, mais le spectacle est plus du tout le même. C'est comme s'il avait fait un deuxième spectacle mais sans s'arrêter en fait. Et il s'est construit au fur et à mesure par petits bouts. Et jamais par exemple toi tu fais ça, tu as des nouvelles blagues, tu les stockes quelque part dans une boîte à blagues et elles arrivent dans un spectacle après. Écoute, moi j'aime aussi, je voudrais faire ça, sauf que pour moi, je pense que c'est toujours bien de marquer et de dire, ok, voici premier spectacle. Et que le deuxième, c'est un autre spectacle complètement pour le public qui revient et qui se dit « Ah, je veux voir quelque chose de nouveau. » Parce que si tu mets la même affiche, ça c'est pour moi, et que les gens disent « Ah, je vais venir voir Sugar Sammy, son premier spectacle. » et qu'ils viennent trop proche de la dernière de ton premier spectacle et la première de ton deuxième spectacle, ils disent « Ben, c'est le même spectacle. » Alors c'est ça qui m'embête le plus.
Ouais, c'est ça qui m'embête le plus là-dedans, c'est que je veux pas que les gens se disent c'est un nouveau spectacle, ils viennent voir un spectacle. C'est quasi le même, ouais, c'est le même. Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment de marquer et de dire ok, voici le nouveau spectacle. C'est pour ça que derrière, je commence à travailler le nouveau. Et même là, il y a des nouvelles blagues que j'ai écrites pour le Canada, pour le Québec, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, qui vont probablement rentrer dans mon deuxième spectacle français à un moment donné. D'accord. Mais que je commence à vraiment faire ailleurs avant. Ouais, je trouve que c'est pour mon public, c'est juste, j'ai une crainte que je veux pas non plus qu'ils se disent, mais c'est le même. Et les journalistes qui reviennent, qui se disent, mais c'est aussi, le même spectacle. Oui, c'est sûr qu'après il y a la critique derrière, un public. Mais il y a des gens qui aiment jouer le même spectacle pour le reste de la vie et puis changent fur et à mesure. Mais moi, là, il m'avait dit, on avait fait une interview aussi, il m'avait dit, et il est totalement, c'est comme un nouveau spectacle, c'est juste qu'il avait pas envie de s'arrêter de jouer, donc il s'est pas arrêté, il a juste renouvelé en temps réel le show. Quoi. Mais le public des fois le sait pas. Mais ils vont se dire, ou alors après, faut que ce soit marqué, identifié, on sait qu'il fonctionne comme ça et voilà. Ouais, c'est ça, exact. Et ça, c'est difficile de communiquer. Dans une affiche ou dans un marketing. C'est sûr. Nouveau spectacle, sauf pour ceux qui l'ont vu à la fin du premier spectacle. C'est compliqué. Sauf si vous l'avez vu entre décembre 2017 et janvier 2019. Il faut mettre des dates de péremption. Alors, sinon, c'est 30% de ce spectacle. Et là, et c'est dur à communiquer. Alors, pour moi, je pense que c'est de dire, OK, voici le premier spectacle, on le joue. Ceux qui veulent revenir, il y en a souvent qui reviennent parce qu'il y a tellement de moments d'impro qui reviennent. Écoute, j'ai des gens aujourd'hui qui me disent en France, je suis revenu 6 fois, 7 fois. Au Québec, 22 fois. Il y a une fille qui a un record, c'est genre 27. OK, on va le battre. et puis qui voit que ça, c'est pas un spectacle qui est fixe non plus. Il est tout le temps en mouvement. Tout le temps après, tu ajoutes de l'impro, c'est ça aussi qui fait que c'est toujours un peu différent, c'est sûr. Quand t'écris justement, on va dire que quand on sait qu'une blague est bonne, c'est parce que le public arrive. Voilà, ça c'est la fin totale. On sait que là c'est validé. Mais avant, quand toi tu vas aller la jouer, qu'est-ce qui te la valide à toi quand t'es tout seul chez toi? Qu'est-ce qui fait que tu dis ok, c'est bon, celle-là elle est comme bonne, je peux aller la tester? Des fois je le sens. Des fois, je le teste et que je teste souvent sur ma copine en premier. C'est normal. Dans la vie tous les jours. Après ça, des amis, d'autres amis humoristes. J'ai un ami avec qui je traîne beaucoup ici, qui me valide souvent, qui dit elle est marrante ou elle est pas marrante. C'est Noman Osni. Ah oui, Noman Osni, ouais. Alors Noman et moi, on va souvent pour des marches. On a vu il y a pas longtemps. Et on se teste tout le temps des blagues. Tu sais, on se dit, hey, t'aimes celle-là? Est-ce que tu penses qu'elle est bonne? Je viens d'écrire. Et puis, écoute, les deux, quand on se voit, je pense qu'on part toujours en confiance avec notre matériel, de savoir ce qui marche et ce qui fonctionne pas. Donc, il faut un regard extérieur quand même. Ouais, un regard extérieur. Exact. Et puis, après, mon coach, Enrique, je teste souvent sur lui. J'ai testé une blague sur lui hier. Et quand je l'ai écrite... Parce que quand elle est pas bonne, il te fait faire plus d'exercices ou... Ouais. Il dit, non. Non, mais tu le vois quand il rigole fort, tu vois. Et j'ai dit, j'avais écrit une blague et puis je me suis dit, je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est très très bonne. Je pense, en plus, ça parlait de ma vie d'aujourd'hui, d'un gars de 43 ans. Et j'ai dit, et là je l'ai testé sur lui, je t'aime. Et puis, en fur et à mesure qu'il rigolait, j'ajoutais des choses qui me venaient. Et il dit, man, elle est énorme, il faut que tu la gardes. Et là, ça m'a donné confiance il faut que je la garde. Ok, celle-là, elle est, Et du coup, alors tu fais quoi? Tu la notes sur un téléphone ou... J'ai dans mon téléphone. Moi, elle reste... J'ai des notes et des notes et des ça notes. Ça ressemble aux notes qu'on a. Écoute, c'est, tu vois, 1341 notes. Et ça, c'est juste des idées de blagues, tout le temps. Oui, c'est l'idée. Tu notes pas mot pour mot, à la virgule, le truc. Des fois, et j'ajoute. Je retourne dans le fichier, je fais dans recherche. Et je dis, OK, boum, je vais ajouter ça, je vais ajouter ci. Écoute, et puis nous, pour les humoristes, tu sais, c'est toujours normal de noter, même quand il y a des choses horribles qui se passent, on commence à écrire des blagues. Il faut les noter dès qu'elles viennent. Tu sais, quand Notre-Dame brûlait, c'est horrible. Oui. Mais je sais qu'il y a plein d'humoristes qui commençaient déjà à noter. Et moi, déjà, je commençais à écrire, j'en avais 5 déjà dans mon fichier, dans mes notes, et je dis, OK, cool, parfait. Et ça, c'est en train de brûler à la télé. Mais on n'a pas le choix, c'est un peu notre travail. Un peu, c'est un peu notre travail. Des formations professionnelles de pouvoir. Un truc se passe, toi direct, tu penses. Mais c'est de savoir quand diffuser cette blague. Tu sais, c'est là où il y a la délicatesse de OK, on attend et on diffuse. Mais il faut les écrire tout de suite parce que sinon on perd le momentum de l'idée.
Il y a des sujets, par exemple, tu parles Notre-Dame et des trucs un peu, des fois moches. T'as des sujets que tu t'interdis ou que tu dis je vais pas en parler? Non, jamais. On sait que tu aimes aller dans les limites, mais ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'autorises pas? Jamais, parce que dans l'écriture, il faut être libre. C'est les meilleurs, ouais? C'est la meilleure écriture, c'est quand t'es libre. T'écris, tu testes, et ce qui est bon avec le rire, c'est que c'est la démocratie du rire qui te dit si ça marche ou pas. Et si t'allais trop loin, t'auras pas de rire, tu le sauras. Et voilà. Et pour moi, il faut que ça fonctionne, il faut que ça reste dans le spectacle. Faut qu'il y ait au moins un rire. Sinon, je suis pas en train de faire du stand-up, je suis en train de faire l'humour, je suis en train de faire une conférence. Tu sais, c'est ça, des fois, il y a des humoristes qui montent sur la scène et se disent « Ah, moi, j'ai pas besoin de rire. » J'ai dit « Ok, alors toi, c'est de faire chier le monde. C'est de payer 35 € pour que les gens viennent... » Tu sais, parce que pour moi, comme je dis, c'est... tu sais, ce que je souhaite quand je crée un spectacle, c'est que le public ressente ce sentiment et c'est pour ça qu'ils viennent voir un spectacle d'humour. Le rire, c'est proche de l'orgasme. Oui. Tu veux faire jouir... C'est quelque chose déjà qu'on maîtrise pas, c'est un réflexe. Ouais. Déjà, de base. Tu veux faire jouir 1500 personnes en même temps. C'est le but. C'est mégalo, en fait. Ouais. Il y a un pouvoir là-dedans. Il y a une femme qui est passée qui va regarder. Faire jouir 1500 personnes en même temps. Non, mais c'est ça c'est ça le sentiment que tu veux. Parce que pour toi, c'est comme, tu veux créer d'une manière où tu veux créer cette ambiance-là. Et des fois, regarde, je veux pas en nommer, mais des humoristes, tu vas aller les voir. C'est pas comme, tu sais, toi, tu veux faire en sorte qu'ils sentent que tu es en train de leur faire l'amour et les faire jouir. Des humoristes, tu vas voir, c'est comme s'ils sont en train de se branler dans un cheeseburger. Ouais. Et il y a personne qui veut voir ça, ça intéresse. J'espère que c'est maillot. Personne. Je me fais chier. Personne ne veut voir ça. Je me fais chier, j'ai payé en plus pour ça. C'est ça. C'est la masturbation intellectuelle. C'est pour eux, c'est pour paraître intelligent. Fais-le chez toi, dans ce cas. C'est pour paraître, il est brillant. Mais fuck, man, t'as pari une seconde. Alors, en tout cas, pour moi, le rire, c'est de créer le rire. Le stand-up, l'humour, c'est de créer le rire. C'est la démocratie du rire qui gagne tout le temps. Et t'as des fois comment j'ai appelé ça, une rigueur ou un perfectionnisme qui fait que t'as performé la salarie et toi, t'es genre pas satisfait, tu dis ah non, j'aurais pu être meilleur, c'est quand même un échec aujourd'hui. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Je sors de la scène, ma copine me dit ah c'était bon, j'ai dit ah j'ai pas aimé. Aujourd'hui c'était pas aussi bon que hier, on connaît notre niveau. Et même là, elle me connaît, elle connaît le niveau que quand t'as une salle qui est incroyable, quand t'as un spectacle que tout marche et quand un spectacle est très bon, le public a pas remarqué, ils ont vraiment aimé. Ouais. Mais toi, tu sais que t'es capable de faire meilleur. Ouais. Ça arrive. Pour ce spectacle français, ça arrive pas souvent maintenant, mais au cours de cette création et de cette exploitation de ce spectacle, de ces 2 dernières années, c'est arrivé. Mais de moins en moins, le plus ça avance. Bah oui, c'est ça lui parce que tu resserres, tu sais exactement, tu connais tes repères, tu sais exactement où les faire rire, comment les faire rire, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que des fois, c'était 3 fois sur 4, ça marchait, et le 4e, tu dis merde, je les ai pas eu comme hier, je les ai pas eu comme avant-hier. Ouais. Mais ça, c'est vraiment l'humoriste perfectionniste. Avec maintenant. Ouais. Écoute, il y a quelqu'un qui a dit, c'est vraiment un réflexe d'un humoriste. J'ai oublié c'est qui, ok? Ça vient pas de moi. Ça vient je pense que c'est un Britannique qui a dit, c'est vraiment un réflexe d'humoriste quand quelqu'un te dit, tu sais, parce que des fois on a 2 spectacles par soir. On a le spectacle de 8h et le spectacle de 10h, right? Ah, j'ai vraiment adoré ton spectacle après le show. T'es à quel show? 8h ou 10h? Lequel? Disais parce que toi-même tu sais c'était lequel ton meilleur. Et t'essaies de te demander est-ce qu'elle a vu le bon spectacle ou le mauvais. Au lieu d'être satisfait avec le compliment, de toujours se poser la question, ils ont vu quel spectacle? Ouais, c'est ça. Ou tu dis à quelqu'un dans la salle, ou quelqu'un qui t'a vu dans le j'ai vu ton spectacle et tu dis oh merde, j'espère qu'elle a vu le bon. Pas vu celui de mercredi dernier qui était le pire. Alors on est toujours en train de se questionner. C'est bon, c'est sain, ça nous, ça fait en sorte qu'on s'oblige de se surpasser tout le temps. Mais ça, c'est un état d'esprit. Est-ce que ça vient de chez toi pour le coup? Est-ce que c'est la mentalité dans laquelle tu as été élevé qui fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment tout, par exemple, les humoristes? Est-ce que ça devrait être, par exemple, c'est pas tous la manière de penser? Je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont et c'est sain de l'avoir. Et il y a des vrais imposteurs aussi. Ouais, aussi, ouais. Tu sais, il y a le contraire, des gens qui débarquent de la scène, bide total, c'est comme t'as vu? Génial. J'ai tué. J'ai tué l'ambiance. Ouais. Non, mais aussi, tu sais, je trouve que avec ce comportement et avec ce regard, t'es toujours. Je pense que
tu te protèges toi-même d'être complaisant. D'être complaisant et de prendre pour acquis ce que tu as et de te mettre en mode autopilote, c'est bon. C'est une bonne chose. Je trouve, des fois, ça peut nous rendre fous, mais en même temps, le résultat est bon. Et c'est ce qui compte aussi. Parce que, tu sais, au bout du compte, tu veux que les spectateurs ils soient contents. Voilà. Soient contents. C'est pour eux. C'est eux. T'sais, la personne que c'est sa sortie de la saison, 2 billets, le parking, le resto, la gardienne, le trajet depuis le babysitter, la nounou, t'as tout ça, right? Là, le trajet. Tu veux, pour toi, tu sais, c'est un autre spectacle peut-être, mais pour eux, c'est la soirée, c'est leur sortie. Ouais, c'est vrai. Tu sais, et c'est pas tout le monde qui sort à tous les jours pour aller voir un spectacle. Donc, tu te dois comme humoriste de leur donner le meilleur spectacle possible, de leur faire ressentir quelque chose de bien. Pour le coup, bon, c'est un peu réducteur de dire produit, mais comme un produit que quelqu'un achète, il faut qu'il fonctionne, quoi. Exact. Et quand tu as la sensation d'avoir toi moins bien marché sur un tel ou tel spectacle alors que ça marchait, c'est dû à quoi généralement? C'est ta vie perso, c'est un problème qui peut arriver, c'est une ambiance, un mood, c'est quoi? Ouais. Des fois ça peut être écoute, il y a tellement de facteurs. Des fois c'est la pluie. On sait jamais. Ils sont chais, on sait jamais. Mais en même temps, c'est à toi de changer l'ambiance, de la transformer. Et ça t'est arrivé de jouer très très mal? Alors je sais pas, en France on a Patrick Sébastien qui a déjà joué le jour où il avait perdu son fils. Oh ouais. Des trucs comme ça t'est déjà arrivé par exemple d'aller jouer très mal? C'est arrivé où j'ai joué, écoute, je te dirais émotionnellement rare, parce que jusqu'à date tout va bien. C'est des tables en bois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, avec une douleur où j'avais mal au dos, je me suis blessé gravement, où je pouvais même presque pas être debout, il fallait que je prenne des médicaments. C'est arrivé en 2015. Une fois, j'avais la moitié de la dent arrière, la dent de sagesse qui était arrachée, pas de dentiste parce que c'était le week-end. Oh là là. Et j'ai joué avec ça, très médicamenté, avec beaucoup de médicaments, mais sans que le public sache. Ouais. Écoute, une rupture amoureuse, ça c'est sûr, mais ça me motive. Ah ouais? Ouais. Ça me motive de me lâcher et d'oublier au moins pendant ce temps-là. Ouais, te focuser sur autre chose. Ouais. Je suis en train de faire jouer 1500 personnes. Voilà. mais regarde ce que tu loupes. Hein? Ouais, bon, voilà. Non, mais c'est ça, c'est que ces choses-là, ça arrive, mais tu essaies de les surpasser. Tu restes professionnel pour que le public le sente pas. C'est un peu ton travail aussi. C'est ça? Ouais. Là, on parle beaucoup d'aujourd'hui, mais quand t'as démarré, évidemment, tu te plantais certainement plus. Ouais. Comment à ce moment-là tu le vivais? Écoute, je savais que c'était le processus. Tu voulais. Oui, d'accord. Parce que tu es en train d'inventer quelque chose. À quelque part, quand tu crées un spectacle, tu l'inventes. Tu l'inventes, tu es en train d'inventer. C'est dire à quelqu'un, invente quelque chose. Invente l'ampoule, invente... Tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'échecs. Il a fait je sais pas combien d'échecs avant d'avoir l'ampoule qui s'allume, effectivement. Ouais, c'est ça. Invente l'ordinateur. Tu sais, il faut que tu inventes un nouveau spectacle si tu le fais bien. Sinon, tu es en train de juste faire une pastiche de tout ce qui a été fait déjà et tu n'es pas en train de faire quelque chose de nouveau ou de ce que toi, tu as déjà fait. Donc, pour toi, c'est d'inventer quelque chose. Ça prend du temps, ça prend des échecs, ça prend de la rigueur. Ça prend... ça prend une peau épaisse, tu vois. Pour être là. Et t'as fait de l'humour, t'as eu une autre carrière avant? Mais d'autres carrières en parallèle. Tout le temps. Ouais. Ouais, tout le temps. Et t'as fait de l'humour, on sait, parce que je te suis évidemment depuis très longtemps. Ouais. Donc on sait qu'il y a notre ami, j'ai oublié son nom maintenant, avec Delirious, qui t'a totalement marqué. Eddie Murphy, voilà, merci. Qui t'a vraiment marqué, mais avant de voir Eddie Murphy, tu voulais déjà faire de l'humour ou c'est en voyant son spectacle et tu t'es dit allez c'est ça? Écoute, je l'ai vu très jeune, j'avais genre 9 ans. Ah oui, okay, c'est là. Les deux trop jeunes. C'était l'étincelle, c'était le moment déclencheur. Mais pour moi, quand j'étais très jeune, j'ai su que c'est ça que je voulais faire et il n'y a rien d'autre qui me parlait autant que de faire l'humour. Alors j'y pensais tout le temps. Je le regardais tout le temps et j'étudiais ça tout le temps, tu sais, à cet âge-là, ce qu'on entend. Ouais. Donc j'avais cette passion, la même passion que cet enfant-là à propos de cette chaise.
Et hors humour, pour le coup, il y a des choses que maintenant t'essayes et que t'es en train de te viander totalement et que t'aimerais réussir. Il y a des défis que tu te lances. Non, mais je suis en train de toujours être à la recherche de faire quelque chose de nouveau en humour. Tu sais, de nouveau qui me parle, que j'aime. Mais ça, je le force pas, je le fais. Tu sais, je le découvre en écrivant. Je découvre ma nouvelle voix, ma nouvelle, je pense ce nouveau facette que je vais prendre ou ce nouveau chemin que je vais prendre en humour. Aussi, tu sais, j'ai coécrit une série télé. Là, tu sais, je veux me mettre à écrire un film, mais je veux vraiment que ça me parle. Je veux pas que ça soit quelque chose que j'écris juste pour faire un film. Ah là, il est rendu au cinéma. Faut vraiment que ce soit. J'ai hâte de finir ce film et d'écrire ce film. Donc là, je suis rendu au stade où je commence à développer des idées autres que du stand-up. Ouais. Mais mes prochains spectacles, ça me passionne énormément. Pour toi, toujours. Toujours. Parce que tu parlais d'auteurs, on peut aussi écrire pour les autres. Il y a des gens pour qui t'aimerais écrire, par exemple Je pense pas que je suis encore passionné pour le moment d'écrire pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Alors nous avons une table avec genre 5-6 enfants. Ouais. Et ils ont tous commandé de la bière. Voilà. Et de la coke. Et il y a un mec pour 5 meufs. Tout va bien. Ouais. Les chiffres sont de son côté. Mais j'adore, c'est des conversations qui vont nulle part. C'est vraiment des Français, ces enfants. Bah, j'imagine. c'est une langue d'enfant, je comprends pas bien. Ouais. T'as des questions, toi ? Ouais, non, mais on parlait d'échecs, on parlait de la peur devant. On habitait à Montréal pendant des années, on voulait savoir si vous pouvez faire une photo. Ouais, avec plaisir, plaisir. Oui. Donc, c'est authentique. On l'a dans le milieu. C'est ça la magie d'un podcast. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, comme ça, quand tu arrives devant un nouveau public, est-ce que l'improvisation, ça t'aide à mieux les cerner au fil du temps, à mieux les connaître pour Tranquillement, mais en même temps, je pense que tout aide, toutes les dimensions que j'ajoute dans le spectacle, dans le show, m'aident à vraiment comprendre le public. Mais c'est vraiment une immersion complète. Il faut une immersion complète. Il faut les écouter, il faut improviser avec eux, il faut aller les observer pendant le jour, il faut poser des questions, il faut aller au bout de chaque question, il faut avoir des hypothèses, les tester, voir si c'est vrai ou non. Et c'est ça qui fait en sorte que, à quelque part, on construit un spectacle. C'est presque scientifique, en fait, comme démarche. Ouais, presque. Ouais, exact. C'est scientifique, mais artistique en même temps. C'est ça on dirait le niveau de difficulté. En France, il y avait un niveau de difficulté en plus. C'est que ça t'as ce côté scientifique, t'as ce côté artistique, mais en même temps, il faut que tu protèges les blagues pour qu'elles soient pas piquées. Ouais. Alors, il y avait comme 3 difficultés en même temps. OK, j'ai envie de faire ces blagues. Merde, elle est trop bonne. Et il y a lui et lui dans la salle. Je la teste pas ici. Il y a lui et lui sur le plateau. Merde, je vais en perdre une. C'est quand tu choisis le niveau expert au lieu du niveau difficile dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Justement, ça c'est très français pour le coup. C'est à l'international, les Français volent les blagues. Voilà, c'est ce qu'on garde. Est-ce que c'est très très présent ou c'est plus un gag qu'on fait sur les Français aujourd'hui? Non, c'est présent. C'est présent et puis je pense que la génération d'avant le faisait beaucoup plus. Ouais, peut-être moins quand même aujourd'hui. Moins aujourd'hui, mais il y en a quand même. Il y en a encore. Écoute, c'est sûr que c'est arrivé ici. C'est arrivé à plein de Québécois. Ça m'est arrivé. Ah oui, et, ouais. Et puis, et puis. Macward aussi, il y a eu. Ouais. Et puis, c'est ça. Mais ça arrive dans d'autres marchés aussi. On en a au Québec aussi. Et puis, il faut juste savoir c'est qui, protéger. Et là, même des fois, je dis, oublie les plateaux. Je vais faire des shows secrets, juste moi, avec mon public. Comme ça, ils sont bien protégés. Parce que des fois, c'est même pas une blague, c'est ils prennent l'essence de cette nouveauté que tu essayes. Tu veux faire quelque chose de nouveau, tu as découvert une nouvelle façon d'arriver à quelque chose. Thème, un nouveau mécanique, une nouvelle mécanique t'ajouter dans ton spectacle. Et puis soudainement, tu en as 3 qui le font. Alors tu veux vraiment le protéger pour qu'arriver, ça soit frais, ça soit ton idée, pas que... Des fois, ce qui me fait chier le plus, c'est que tu fais quelque chose depuis longtemps et quelqu'un te l'a pris et tout le monde dit « Ah, ça ressemble à... » Oui.
Ça ressemble à ce que lui t'a. Avec mon frère, on a souvent fait. ça. Ouais. On est personne dans le nord de la France. On pense à des trucs à deux en frangin. Et puis on voit à la télé, je sais pas. Mais c'est très proche de ce qu'on avait pensé, ça. Ouais. Ah, jamais personne va Mais nous des croire. fois, c'est quelqu'un qui vient chez toi, voit ton spectacle et dit ah, et après ça te dit oh, c'est marrant, on a la même mécanique. Ah Je dis oui. ouais, parce que t'as vu mon Mais depuis spectacle. quand C'est pas simple, c'est sûr. Ça gêne du coup le processus ou ça. Écoute, maintenant je pense que pour arriver, c'est tout le temps maintenant de savoir, Ouais. d'être conscient que ça arrive, conscient qu'il fait et de se protéger, mais et de que faire les plateaux où t'as des humoristes éthiques qui sont dessus, tu sais. Et même là, tu peux pas. Écoute, je suis sûr que tu sais comme Verino il fait ses vidéos où t'as son public derrière. Ouais. Tu sais, c'est sa marque à lui. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui le fait après, c'est pas illégal de le faire. Mais c'est juste C'est pas forcément éthique. associé à Verino. Ouais, c'est juste pas éthique. C'est moi, j'ai sorti mes moments d'impro, je les faisais depuis 2012 au Canada. Et ils roulent, et je les ai fait ici. Et là, t'en vois d'autres qui commencent avec la même mécanique de les faire, de sortir ça. Ils ont vu que ça marche. Je peux pas les arrêter, c'est pas illégal. Mais en même temps, tu sais que c'est pas des gens qui ont inventé quelque chose. Après, c'était ton idée, tu l'as fait avant, ça veut quand même dire que t'es devant. Quand on ne plus qu'une idée, suite les. C'est ça. suite Et là, les maintenant, mes derrière, prochaines forcément, idées, parce que voilà. là, je suis en train de travailler sur d'autres concepts. Ouais. Je veux les protéger pour Ah que on n'arrive pas à une place où on dit, oh, mais tu fais comme lui. Et quand tu dis protéger, c'est-à-dire justement aller donc jouer dans par exemple des choses secrètes, des choses comme ça, c'est des choses physiques de ce type-là ou c'est protégé administrativement parlant? Non, mais tout, non. Administrativement, tu peux, c'est peux ça, pas, tu c'est peux pas- pas. ça, c'est vrai. Alors, juste de les avoir et à un moment donné, les lancer, être les premiers Et ça, pour le coup, de faire et que ça devienne ta marque de fabrique à toi, comme Verino Ouais, avec ouais. ses vidéos, tu sais. et de faire piquer une idée, ça te ferait vraiment. Ce serait vraiment vécu comme un vrai échec pour le coup, contrairement à un simple bide sur scène. Non, parce Non. que bid, c'est pire comme échec. Ah ouais. Quelqu'un qui me vole une idée, c'est son échec à lui et pas le mien. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est beau. C'est tellement beau que ce serait peut-être bien le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit? All right. Merci Sam Merci à toi. pour ce podcast. Essaye encore et puis merci pour ta gentillesse tout court, Eh. humainement parlant. Avec plaisir, avec plaisir.